Ok, alors bonjour à tous. Merci d'être là pour ce REC 2022. Donc on ouvre le bal aujourd'hui des tables rondes en parlant de Martin ou Clément ou n'importe qui serait, on pourra dire complotiste, donc potentiellement anti-vax, adepte des théories du complot. Mais on va en parler en s'intéressant à lui et comment réagir vis-à-vis de lui en essayant de se débarrasser nous-mêmes des clichés qu'on peut avoir autour de ce terme, en partant du principe que non, Martin le complotiste n'est pas idiot, potentiellement il est très diplômé aussi, il peut avoir 3 doctorats par exemple, ça c'est vu. Ça reste à prouver. En tout cas, il peut le prétendre. Il est sceptique, attention. Il a de l'esprit critique envers tout. Sa méthode est peut-être pas bonne. Donc, voilà. Donc, on va parler de tout ça avec Nesset Mandy du Cercle zététique de Toulouse, c'est ça, philosophique de Toulouse, et Sylvain Cavalier, aussi connu sous le nom de Débunker des étoiles. Donc, je vais vous laisser peut-être vous présenter un peu plus et dire quelques mots de ce que vous entendez. Vous entendez pas? Ok. Oh, il faut coller plus le micro, c'est mieux là? Ok, très bien. Donc je vais vous laisser vous présenter et après on parlera un peu plus des termes qu'on utilisera et rentrer après dans la psychologie Enfin la psychologie. Non, on va s'intéresser au personnage du complotiste qu'on croise tous les jours et après on rentrera dans le vif du sujet sur que faire quand on rencontre un complotiste, en particulier quand on tient à lui, parce que quand on s'en fout, c'est assez facile, globalement, il suffit de fermer la porte. Nesset ? Oui, prends. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je fais partie d'une association de philosophie qui s'appelle Aldéran, qui est assez connue à Toulouse. Et donc, cette association de philosophie a en plus un cercle de zététique. Donc, je m'occupe plus particulièrement du cercle de zététique. Donc, on fait surtout, c'est pas exclusif, mais une conférence par mois. Et certaines années, on essaye de faire un colloque sur un sujet particulier. Le dernier colloque qu'on a tenu, c'était sur l'enseignement de l'esprit critique. On a invité, par exemple, Denis Carotti à ce sujet, enfin d'autres personnes aussi. Voilà. Et je tiens à votre disposition, pour que vous ayez une idée, quelques feuilles qui expriment le programme de cette année qu'on a tenu. Donc, en partant, vous pouvez le prendre. Merci. Je garde un micro en otage pour pouvoir vous interrompre si vous parlez trop. Ça marche. Ouais, parce que là, du coup, ça va... En fait, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te mettre là. Ouais, ça va peut-être être plus simple. Professionnalisme, toujours. Alors... bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, c'est Sylvain Cavalier. Je suis aussi connu sous le pseudo Débunker des étoiles sur Internet. Donc, j'ai été complotiste à un moment donné de ma vie. Bon, même si c'était à une lointaine époque où c'était peut-être pas aussi structuré, organisé, etc. que maintenant, et pas toutes ces petites communautés très soudées qu'on a maintenant. Mais du coup, j'ai l'habitude de débattre évidemment avec des personnes dites complotistes. Voilà. Si on va voir que c'est un petit peu compliqué comme définition. Et puis, et du coup, c'est pour ça que je suis venu vous en parler. Ok, pardon. Donc, comme je le disais, professionnalisme à toute épreuve. Donc j'aimerais d'abord qu'on... Attends, j'ai déjà changé. Ah, t'as déjà changé. Covid, voilà, okay, tout ça. Okay. D'accord. Donc j'aimerais qu'on commence à définir un peu ce qu'on entend. Simplement d'abord le mot complotisme, complotiste. De quoi on parle quand on parle de ça? Et surtout, de quoi on parle pas? Et peut-être qu'à un moment, on évoquera les choses qui ne sont pas dans cette définition aujourd'hui. Bon, écoutez, pour la définition elle-même, je vais citer quelqu'un qui n'est pas du tout de notre époque, ou du moins la définition n'est pas de cette époque-là. C'est dans les années 50, Karl Popper,
qu'il a définie, il existe une thèse que j'appellerais la thèse du complot, selon laquelle il suffirait, pour expliquer un phénomène social, de découvrir ceux qui ont intérêt à ce qu'il se produise. Elle part de l'idée erronée que tout ce qui se passe dans une société, guerre, chômage, pénurie, pauvreté, etc., résulte directement des desseins d'individus ou de groupes puissants et cachés. Donc, ça, c'est la définition de Karl Popper. Évidemment, il faut le compléter, parce que les théories du complot sont devenues bien autre chose à notre époque qu'à l'époque. Donc, on va regarder un peu quel type de théorie du complot il peut exister, etc. Oui, bah, pour commencer sur la base, un complot, c'est une action concertée, collective, qui consiste à rechercher, enfin, à construire ensemble qui est effectué dans un but malveillant. Un comploteur, du coup, ça va être quelqu'un qui va participer à l'organisation ou à l'action de ce complot. Et puis un complotiste, du coup, c'est celui qui va avoir tendance à voir des complots un petit peu partout, dans chaque événement éventuellement qui peut être produit par le hasard ou l'accident, mais il va avoir tendance à y rechercher une intention systématique, même dans des catastrophes naturelles parfois. Donc en fait, le complotisme, ce qui est vachement important de se figurer, c'est que le complotisme, c'est vraiment un mode de pensée. C'est-à-dire, c'est un réflexe en fait de pensée, un réflexe systématique qui consiste à avoir une intention, une intention cachée, malveillante, derrière chaque événement important qui se produit et qui est médiatisé. Voilà, c'est à chaque fois à qui profite le crime, ouais, mais qu'est-ce qui se cache derrière, quels sont les intérêts, etc. Alors, c'est un réflexe qui est très humain, c'est-à-dire c'est pas une maladie non plus, le complotisme, hein. C'est un réflexe très humain, on est tous plus ou moins complotistes, on va tous dans la vie de tous les jours se demander s'il n'y a pas une intention, voilà. Le mari jaloux va se demander si sa femme qui rentre un peu tard le soir, est-ce qu'elle le trompe et tout, voilà, parce qu'on va rechercher l'intention malveillante. Bon, voilà, c'est un exemple du quotidien un peu concon, mais c'est juste pour montrer que en fait, on a tous un petit peu ce réflexe-là. C'est juste qu'après, ça va être une question de gradation, et il va y avoir évidemment des personnes qui vont avoir une propension au complotisme extrêmement prononcée, quand on va se mettre à croire à des terres plates et compagnie. Mais voilà, du coup, il y a quand même une gradation. Tous les complotistes ne croient pas à tout. Voilà, il faut voir que c'est quand même c'est pas très homogène comme croyance, chacun a la sienne. Donc voilà pour les définitions. Je ne sais pas si vous voulez ajouter, si tu veux Moi, ajouter quelque du chose. coup, j'avais juste une petite question pour toi. Parce que tu parles de la Terre plate, ça c'est intéressant. La Terre plate, à la base, c'est pas un complotiste, c'est juste une contre-vérité scientifique. Donc, est-ce que les personnes qui se croient à ça, donc du coup, deviennent complotistes parce que pour expliquer leur théorie, il faut un complot, même plusieurs, ou est-ce que c'est des gens qui viennent de ce mode de pensée complotiste et du coup adhèrent à des théories scientifiquement fausses? Bah, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt idéologique souvent à croire. Pour la Terre plate, ça va être souvent un intérêt idéologique d'ordre religieux, en fait, spirituel. L'idée que si la Terre, finalement, si les scientifiques se trompent sur toute la ligne et que la Terre est plate et qu'en fait elle est au centre de l'univers et que tout est construit juste pour l'humain, bah, finalement ça veut dire que Dieu existe, puisqu'il n'y a pas d'autre explication, puisqu'il n'y a plus vraiment de théorie physique qui entre en jeu. On est là dans notre petit cocon perdu au milieu pas de l'univers du coup, puisqu'il n'existe pas. Mais en fait, voilà, donc à partir de là, ils vont avoir envie de croire en cette théorie de la Terre plate qui est une contre-vérité scientifique. Et à partir de là, pour expliquer le fait que personne n'en parle, on est obligé d'adhérer à un moment donné à une thèse du complot qui consiste à dire que tous les gouvernements du monde depuis des siècles nous mentent sur la rotondité de la Terre parce qu'ils veulent nous cacher l'existence de Dieu ou autre, en fait. Ou pour des questions de satanisme ou d'autres trucs comme ça. Mais évidemment, je pense que c'est un corollaire. L'un va pas sans l'autre et je sais pas s'ils apparaissent simultanément ou pas, mais voilà. Sur la Terre plate précisément, en fait, c'est pas la seule théorie de ce type-là, hein. Il y a aussi la théorie de la Terre creuse, par exemple. On rentre à l'intérieur par le pays qu'on appelle Thulé, dans le nord, d'accord?
Et on s'aperçoit qu'il y a un soleil au centre de la Terre, etc. etc. Donc ça, c'est pas aussi populaire que la théorie de la Terre plate. Et sur la théorie de la Terre plate aussi, c'est que les gens, ils font des expériences. Hein. Ils se sont achetés, par exemple, un gyroscope qui coûte 40 000 $ quand même, pour pouvoir faire des essais sur la platitude de la Terre. Et évidemment, ils ont mené ça d'une manière très scientifique. Le gyroscope a indiqué, ou l'appareillage globalement a indiqué, que la Terre était ronde. Mais à ce moment-là, ils ont remis en cause l'instrument. D'accord ? Et donc, et la personne qui a fait l'expérience, je ne sais pas ce qu'il est devenu, peut-être qu'il a déjà quitté l'organisation. Voilà. Et peut-être qu'on peut parler des types de théories du complot. Alors, soit on part sur la typologie de l'ontologie des théories du complot, soit on peut parler aussi de la psychologie il nous reste combien de temps? J'avais pas. C'est 1 heure, juste... donc il nous reste 3 quarts d'heure pour dire tout ce qu'on veut et échanger avec vous. Donc, faire la typologie vite fait, puis ensuite expliquer comment parler du coup aux différentes sortes de complotistes. Je sais pas, un truc comme ça. Allons-y, catalogue 3 suisse du complot. Vas-y. Tu veux faire la typologie ou... Moi, je considère, après, il y a plus, voilà, les travaux des chercheurs sur la question sont hyper variés hein, pour ce qui est de la typologie, évidemment. Moi, je retiendrai quand même que, voilà, il y a quand même deux grandes formes pour moi de complotisme qui sont vraiment importantes à retenir, puisque c'est en fonction de ça qu'on va voir si on va pouvoir essayer de discuter avec la personne ou pas, en fait. Il y a le complotisme vraiment de curiosité, d'émerveillement, d'émerveillement du quotidien. C'est un complot, d'une forme de complotisme qui, je pense, était la mienne à l'époque, qui était de se dire bon, on nous ment, mais quelque part c'est intéressant. Il y a tout un champ de connaissances nouvelles qui s'offre à moi, et je vais pouvoir essayer de chercher la vérité. Et c'est une recherche un peu personnelle de connaissances et tout. Et quelque part, ou alors voilà, ça peut être aussi, enfin voilà, ça peut être pour des objectifs nobles d'améliorer l'humanité ou j'en sais rien, mais du coup quelque part il y a une recherche un petit peu de bonne foi, même si on se plante complètement. Et puis il va y avoir un complotisme beaucoup plus de mauvaise foi, on va dire, un complotisme plus idéologique, où là on va avoir, je sais pas, par exemple des personnes antisémites qui vont du coup se mettre à adhérer à la thèse comme quoi les chambres à gaz n'ont jamais existé. Mais en fait, c'est pas vraiment pour une recherche de connaissances qu'ils ont besoin de croire que les chambres à gaz n'ont jamais existé. C'est parce que de base, ils ont cette idéologie qui font que ils sont obligés d'adhérer finalement à cette théorie du complot quelque part. Et donc, ça va être beaucoup plus difficile de discuter avec un complotiste qui est dans la forme vraiment idéologique, qui a besoin de croire à ça parce que ça se recolle à des opinions profondes que la personne a. Du coup, ça va être beaucoup plus facile de parler avec un complotiste plus curieux qui fait une recherche de vérité en quelque sorte et avec qui on va pouvoir discuter en fait tout simplement. Voilà. Après, je sais pas si. Bon, c'est très bien parce qu'on va se compléter avec Sylvain, parce que moi j'avais fait une autre type de complot. Par exemple, on peut cataloguer les théories du complot, c'est basé ou non sur les faits et les interprétations. Grosso modo, on peut prendre Charlie versus Pizzagate. Charlie, il y a un fait, il y a un massacre, d'accord, et on donne une nouvelle interprétation de ce fait, c'est-à-dire qu'on dit que c'est le gouvernement qui a fait ce massacre et il le déguise et on cherchera des faits corroborant cette nouvelle interprétation. Et en tout cas, dans le cadre du Pizzagate, je ne sais pas si tout le monde connaît, il y a une pizzeria à Washington, donc il y a des gens qui se livreraient à des trucs pédosataniques là-dedans, etc. Et il y a un bonhomme qui se pointe un jour pour tirer dans le tas, pour éliminer ces gens-là, etc. Et il s'aperçoit que, parce que normalement ces trucs-là devraient se dérouler dans une cave, et il se trouve que cette pizzeria n'avait pas de cave. Et donc le gars, il s'aperçoit de ça, heureusement qu'il le fait différemment. Voilà. Sinon, il y a aussi des complots qui ne font que poser des questions. Certains trucs de 11 septembre, par exemple, le Truth Movement. Et enfin, il y a aussi des gens qui sont
cachés, même leurs motivations sont cachées. Ça, c'est le type de complot du type QAnon. Alors QAnon, j'espère qu'on va en parler plus précisément parce que c'est très intéressant. Alors QAnon, c'est ma conférence d'après, donc si on pouvait... à 11h QAnon, venez nombreux. Mon auto. Mais c'est pas la même salle. Là, c'est pas la même salle du coup. Bon, peu Donc importe. tu peux y aller, les gens sont là dans cette salle pour le restant de la journée. Donc, Ils sont coincés là. non, mais je pense que c'est important de parler un petit peu des grands mouvements qu'on a. Oui, non, mais bien sûr. Du coup, je sais pas, on enchaîne Tu veux sur... donner peut-être, on peut en donner quelques mots. Après, ce que je voudrais quand même, c'est que du coup, on puisse se pencher sur un ou deux types de complotistes qu'on peut vraiment rencontrer. Parce que l'idée, c'est un peu d'échanger sur ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, il faut, je pense, choisir peut-être le plus courant. Je ne sais pas si le QAnon forcené, c'est vraiment celui-là. Moi, j'en ai heureusement pas rencontré en vrai. Donc, voilà. Je leur parle sur Internet, mais c'est des gens qui existent globalement que sur Internet. C'est ça. Non, enfin en France, hein, en France, parce qu'aux États-Unis, attention, c'est un mouvement politique qui prend beaucoup d'ampleur et qui risque à terme de remplacer le GOP, enfin les républicains classiques, quoi. On l'observe en ce moment avec de plus en plus de candidats QAnon qui sont en train d'être présentés aux élections à des postes de plus en plus clés. Il y a même déjà une congresswoman qui est en poste, Marjorie Taylor Greene, et aussi un deuxième, je ne sais plus qui c'est. Enfin bref, peu importe. Mais du coup, c'est vrai que ici en France, QAnon, c'est pas très courant. On va pas se mentir non plus. Même si le groupe Terre plate pour tous sur Facebook a plus de 20 000 followers, bon, ils sont pas trop dans la vie réelle non plus. Donc ceux que vous allez rencontrer en fait au quotidien, je l'espère pour vous, hein, parce que si un de vos proches croit à la Terre plate et tout ça, c'est plus inquiétant. Ça veut dire que la personne est allée vraiment profond dans ces théories-là. Ce qui veut pas dire qu'elle est totalement irrécupérable, hein, mais quand même. Et en fait, évidemment, la forme qu'on va retrouver, ça va plus être depuis le Covid, la pandémie et tout ça. Bon, bah, ça va plus être le côté anti-vax, le côté où au moins la personne qui doute et qui va dire, bah voilà, ça va être la personne qui dit que de toute façon les médias mentent, enfin des trucs un peu vagues comme ça et que vous allez retrouver évidemment là par contre dans tous vos proches. Et voilà, Big Pharma, les trucs comme ça, bon, qu'est-ce qu'il y a comme théorie en ce moment, la guerre en Ukraine qui va dire que ouais, mais Poutine finalement s'il a fait ça, c'est à cause de l'OTAN. Voilà, bon, ça va être des trucs un peu. Après, il n'était pas obligé d'attaquer non plus. À un moment donné, c'est pas l'OTAN qui bombarde les villes ukrainiennes, donc. Mais ah. Non, mais c'est vrai que du coup. Bon, c'est plus cette ces espèces de doutes, je pense, qu'on va retrouver dans ses proches. Ça va être des fake news qui vont être répétées, vues sur les réseaux sociaux, sans forcément avoir d'idéologie profonde derrière. Mais voilà, ça va être ce genre de truc qu'on va retrouver chez ses proches. Et je pense que ça, voilà, il faut vraiment distinguer aussi en fonction de avec qui vous êtes en fait aussi. Est-ce que vous êtes en train de parler à un inconnu d'internet qui est en train de vous casser les bonbons sur telle ou telle théorie du complot, les chemtrails et compagnie? Est-ce que vous êtes avec un proche à un dîner de famille et du coup vous avez quand même envie que ça se passe bien et d'arriver jusqu'au dessert sans se mettre sur la gueule? Est-ce que vous êtes avec un collègue qui du coup va falloir quand même être plus diplomate pour pouvoir se supporter au quotidien? Et ça vraiment je pense que c'est important vraiment de distinguer dans quelle situation vous êtes en fait. Et voilà. Ouais, un truc important aussi, et j'aimerais que vous rebondissiez là-dessus, c'est quand on dit gérer un complotiste, quelles sont nos propres motivations? Est-ce que c'est vouloir le convaincre, le faire changer d'avis, que ça se passe bien jusqu'au dessert avec Data Simone, ou simplement ne pas laisser une théorie sans contradiction pour les observateurs sur Internet? Donc, on n'agit pas pareil, donc je vous laisse réagir là-dessus. Je prends juste la dernière question un petit peu. Alors, en fait, je vais juste compléter par un complot national aussi. C'est l'incendie de Notre-Dame. En fait, j'en ai entendu une de ces théories du complot. C'est en fait Macron qui l'aurait provoqué pour ne pas répondre. En fait, c'était la semaine où il devait rendre compte du grand débat.
Donc, comme il ne pouvait pas rendre compte correctement, bon, il a provoqué ça, ce qui a fait que ça a repoussé au calendrier grec. Alors, évidemment, ce genre de complot peut se germer aussi chez les catholiques extrêmement purs et durs, quoi. C'est-à-dire que, voilà. Et en fait, sinon, tu as parlé des motivations des gens de théorie du complot. Moi, j'ai noté 3 motivations. Il faut d'abord comprendre ce qui se passe. Ce sont souvent des explications simples. Se sentir bien, ne pas se sentir comme des autres moutons, si vous voulez, et puis faire partie d'une communauté qui est assez chaleureuse en général. Hein, ils ont tous les mêmes idées, donc on peut même faire des sorties, etc. Alors, est-ce qu'ils ont tous les mêmes idées ou est-ce qu'ils sont extrêmement tolérants avec les autres idées de type complotiste? C'est plutôt ça. C'est en fait, il y a une espèce de reconnaissance automatique. Enfin, moi, je me souviens quand j'adhérais à un certain nombre de théories du complot. C'est vrai que quand dans la vie réelle, ou même sur Internet d'ailleurs, mais dans la vie réelle, c'est encore plus fort comme instinct communautaire. Quand on va évoquer un certain nombre de sous-entendus sur une théorie du complot et qu'on va voir que la personne en face est réceptive et connaît, tout de suite, il y a une forme de lien qui s'établit. On se dit, ah, c'est une autre personne éveillée comme moi. Cette personne-là, elle, voilà, c'est pas un mouton, c'est de quoi je parle. Et du coup, automatiquement, il y a un respect mutuel qui s'engage. Et même si, en fait, il va y avoir des croyances communes, mais aussi des croyances complètement différentes, et ben en fait, on va considérer que ouais, mais bon, c'est un résistant, c'est un éveillé comme moi, donc finalement, même si on partage pas tout, quelque part, il y a quand même un lien suffisamment fort pour qu'on se parle et qu'on se respecte. Ce qui est voilà, étonnant. Moi, par exemple, j'ai jamais cru à l'époque à les théories du Moonhoax, comme quoi on n'était jamais allé sur la Lune. Et pourtant, je discutais de façon très cordiale et respectée avec des gens qui croyaient qu'on n'était jamais allé sur la Lune. Donc en fait, et le sachant très bien. Donc du coup, c'était voilà, il y a une espèce de forme de communautarisme en fait, complotiste qui se met en place. Après, là où ça devient dangereux, c'est quand tout son cercle social se construit autour de la question complotiste. Il y a un tweetos bien connu, Stalek, devenu Esteban, qui avait construit tout son cercle social autour autour d'un certain milieu complotiste pendant la crise du Covid, autour des questions du Covid. Et puis petit à petit, il s'est rendu compte, il avait intégré tout un... Donc c'est une personne qui a vraiment construit tout son cercle social autour de ça. Et ben quand il s'est rendu compte qu'il y croyait plus trop, et qu'il est sorti de ça et qu'il a dit publiquement qu'il croyait plus à tout ça, ça a été une déchirure d'autant plus importante qu'il perdait du même coup en fait tous ses amis, toutes ses connaissances, tous les gens avec qui il y avait ce respect mutuel, toute sa communauté en fait. Donc ça, ce sera beaucoup plus difficile de faire sortir une personne du complotisme si elle est inscrite dans ce genre de schéma social où elle va être enfermée dans un nouveau cercle social. Donc c'est pour ça que c'est très important aussi, si vous avez des proches qui adhèrent à un certain nombre de théories du complot au point d'intégrer ce genre de communauté, de ne pas perdre le lien en fait, afin qu'elle s'isole pas complètement en fait, qu'elle soit pas complètement déconnectée de la société. Déconnectée du monde réel. C'est un peu le même principe que pour les sectes en fait, si vous voulez. Il y a beaucoup de similitudes entre les dérives complotistes et les dérives sectaires. Je parle d'un bon niveau de complotisme là déjà, hein. C'est pas juste c'est pas juste votre tonton qui doute que l'OTAN soit pas impliqué dans la guerre en Ukraine. Là, on parle vraiment quand même d'un bon niveau de complotisme. Les puces 5G dans les vaccins et compagnie. Bon, là, il va falloir faire la même stratégie que pour les proches qui sont inscrits dans une dérive sectaire, c'est-à-dire garder le contact, avoir une influence positive, un contact positif, du partage d'informations positives, voilà. Et garder un lien pour pas qu'il y ait cette déconnexion totale, parce que l'isolement, c'est pire que tout. Après, une fois que la personne est totalement isolée dans ce milieu-là, ça devient extrêmement difficile de l'en faire sortir. Et après, c'est un engrenage psychologique un petit peu irrémédiable. Donc du coup, voilà. En fait, si vous voulez, la force de QAnon, c'est d'être une théorie complotiste qu'on appelle chapiteau. C'est-à-dire que dans lequel peuvent venir se loger diverses théories complotistes qui peuvent s'en ficher dessus. Parce que QAnon est assez large, si vous voulez, pour ramasser... C'est un attrape-tout, quoi. D'accord ?
Donc effectivement, dans cette communauté QAnon, il peut y avoir des gens qui croient à A, d'autres qui croient à B, mais ils ont de la solidarité QAnon. Un peu. Donc c'est à ajouter dans les typologies de théorie du complot, etc. Sinon, tu nous avais relancé pour les motivations, qu'est-ce que c'était? Oui, j'avais relancé sur mes séances à rejoindre, peut-être rebondir sur ce que disait Sylvain. Oui. Donc Sylvain, tu as commencé à parler de ce qu'il faut faire vis-à-vis de Ah, quelqu'un, d'accord. même du coup de quelqu'un à qui on tient et qu'on a vraiment envie de sortir de ce complot. Maintenant, j'aimerais aussi qu'on parle d'autres situations. Le collègue un peu lourdingue qui nous emmerde dans la machine à café, bon, celui-là, on n'a pas forcément envie de l'en sortir, on veut juste éviter les problèmes, mais pas non plus en entendre parler toute la journée. Le lourd sur Twitter aussi. Voilà, t'as un peu d'expérience là-dessus. Ouais. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on rentre un peu dans le vif du sujet sur comment gérer notre entourage complotiste. Alors, on pourra revenir sur ceux où ça devient grave. Là, il y a aussi le truc où c'est pas forcément grave, ils sont juste chiants. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? D'accord. Bon, je prends la parole puisque j'ai le micro. En fait, si c'est dans la famille, c'est pas le sujet de cette conférence. D'accord. Donc, il faut parler au niveau de l'entreprise. Au niveau de l'entreprise, en fait, d'abord, c'est les instruments qu'utilise un complotiste, si vous voulez. Par exemple, ça peut être des mails groupés. D'accord. Ça peut être autour de la machine à café. Ça peut être aussi, je ne sais plus ce que j'avais noté là. Ça peut être aussi par les réseaux sociaux. Hein, si on fait partie du même groupe de réseaux sociaux, etc. Et enfin, on peut aussi rencontrer cette personne seule à seule. D'accord. Donc, dans toutes ces situations, en fait, la stratégie n'est pas pareille. Bon, le mail, par exemple, il y a la hiérarchie de l'entreprise qui peut réagir dessus, éventuellement. Il faut faire attention, c'est-à-dire que tant qu'ils n'utilisent pas le mail groupé, d'accord, la hiérarchie de l'entreprise n'a pas l'obligation n'a pas le droit d'intervenir dessus, parce qu'il y a la liberté d'opinion quand même. Donc, si tu veux dire un mot sur les autres façons de faire des complotistes. Oui, non, mais bon, après, ça va être rapide et en fait assez logique. Je pense que vous voyez un petit peu l'idée. C'est sur Twitter, si évidemment un lourd sur Twitter, sur les réseaux sociaux en général, bon. Vous dites que vous y croyez pas, et si vous n'avez pas les billes pour contre-argumenter, voilà, non mais j'y crois pas, ça ne m'intéresse pas, désolé, au revoir. Voilà, enfin, il n'y a pas éventuellement suivi d'un petit blocage si vous avez plus envie de revoir cette personne. À un moment donné, faut pas se miner la santé pour des gens que vous connaissez pas sur Internet. En réalité, voilà, bon, peu importe. Ensuite, si c'est évidemment une personne au boulot, moi je vous conseille, bon, j'ai eu la situation au boulot. Je vous conseille de juste gérer la situation, de lui dire clairement que vous y croyez pas dès le début, ok. Il faut quand même être clair et limpide. Genre, non, mais moi, je suis désolé, ça ne m'intéresse absolument pas ce que tu me dis, je suis pas du tout dans cette optique-là, je pense pas pour telle et telle raison. Après, peu importe, voilà, je veux pas m'embrouiller avec toi, hop, on parle d'autre chose. Et à partir de là, évitez le sujet. Voilà, tout simplement. À partir du moment où il connaît votre opinion à vous, bon bah si c'est un collègue, voilà, on évite le sujet. Si c'est un supérieur hiérarchique, même pas besoin de lui dire que vous n'êtes pas d'accord avec lui, hein, on est d'accord. Et si c'est un collègue, voilà, je vous conseille quand même de lui montrer que vous n'êtes pas d'accord, puis de changer systématiquement de sujet quand il ou elle essaye de vous en parler. Je pense que c'est la bonne solution dans la mesure où vous allez être obligé de gérer le quotidien avec cette personne. Donc à un moment donné, il faut quand même pas s'embrouiller. Si c'est un proche, c'est un peu dommage et on a envie, là, quelque part, de lui faire changer d'avis ou au moins que la personne doute un petit peu de ce en quoi elle croit. Dans ce cas-là, il y a aussi la méthode de l'entretien épistémique qui marche pas mal, qui doit être menée sur de nombreuses semaines ou de nombreux mois. Pour ce qui est de l'entretien épistémique, vous avez une conférence un petit peu plus tard dans la journée avec Anthony Magna-Bosco et Samuel Buisseret qui vous en parlera bien mieux que moi, d'accord ?
Donc je vous conseille d'aller la voir si ça vous intéresse. C'est une méthode voilà, qui consiste, je ne sais pas si tu connais un peu. C'est ça, vide ma salle. Ouais, tu veux en parler ou... Oui, oui, éventuellement. Ben, disons qu'il faut instaurer un climat de confiance et il faut, à chaque truc qu'il croit, il faut lui faire dire pourquoi il croit ce qu'il croit, en fait. Mais disons qu'il n'y a pas de recette universelle pour faire ça. Il faut avoir envie de le faire. C'est-à-dire que soit il est, qu'est-ce que je veux dire? Sachez bien que si vous voulez lui faire changer d'avis, c'est pas vous qui allez lui faire changer d'avis, c'est lui-même qu'il faut qu'il fasse la démarche. Donc, en fait, il faut qu'il fasse cette démarche soit par debunkage, parce qu'il faut quand même lui opposer des arguments. C'est-à-dire qu'il faut connaître le sujet. Pardon. Et soit aussi essayer de lui faire connaître d'autres sources que les siens. Voilà. Oui, voilà, ça va être par un jeu de questions, en fait, d'essayer d'amener la personne à soulever ses propres contradictions. Par exemple, pour les chemtrails, si la personne se met à vous dire que... Même ça peut marcher pour les vaccins d'ailleurs, hein, si la personne se met à vous dire que c'est un complot, les élites, ils essayent de mettre en place un génocide, bon là ça serait quand même une forme de complotisme très très élevée, mais vous pouvez lui dire ah bon, c'est vrai, mais du coup comment il parviendrait du coup à tuer tous ces gens, d'accord? Ah, c'est intéressant, mais tu m'avais pas dit que le virus, en fait, il faisait du mal à personne et qu'en fait les hôpitaux étaient vides la dernière fois, non? Mais du coup, comment ça se fait si c'est un virus qui est fait pour nous tuer? Du coup, comment ça se fait qu'il tue personne? Ils se sont plantés, du coup, les élites, ils ont mal réussi leur coup, explique-moi. Et donc, en fait, en demandant d'expliquer les contradictions, la personne va se rendre compte par elle-même de ces contradictions. C'est vachement important que ce soit pas vous qui lui disiez mais c'est complètement incohérent ce que tu me dis, il y avait ça et il y avait ça, parce que là, la personne va se braquer. Alors que si vous amenez la personne par des questions un peu innocentes à se poser la question de ah merde, c'est vrai que c'est pas ça colle pas trop avec ce que ah oui avec et voilà, il va se rendre compte en fait que certaines de ses croyances sont pas compatibles en fait, et c'est à partir du moment où la personne va s'en rendre compte par elle-même que du coup là ça va pouvoir marcher et qu'elle va faire la démarche intellectuelle peut-être de remise en question, au moins sur une partie. Je dis pas qu'elle va complètement changer d'idée, hein, mais ça va permettre une remise en question sur une partie de la croyance en fait, et c'est déjà bien pour lui insuffler un peu de doute. Super, merci. Bon, déjà, tout ce que tu décris là, entretien épistémique, on est d'accord que c'est quelque chose dans laquelle il faut se lancer si vraiment on a de la ressource, enfin que c'est quelque chose qui prend de l'énergie. C'est pas quelque chose qu'on peut faire en improvisé entre la poire et le fromage après 3 bouteilles de vin avec Tata Simone. Si, mais pourquoi pas en réalité, parce que Tata Simone peut justement être dans des bonnes dispositions après 3 verres de vin et du coup finalement rentrer un peu plus dans le sujet tout en ayant une forte empathie dans la conversation. Non, c'est pas forcément incompatible. J'ai eu des très beaux entretiens épistémiques avec des amis sous alcool, vraiment, je vous assure. Avec modération toujours, bien sûr. Oui, ça pourrait donner une idée de vidéo, l'entretien épistémique sous alcool. Voilà, bon. Oui, alors après, je sais pas si c'est capté et rediffusé. Ouais, peut-être répéter la question. Il y a une question donc une personne qui me demande s'il n'y a pas la méthode inverse qui est utilisée donc par les croyants du coup aux théories du complot pour d'entretien épistémique. Bah après, il y a effectivement, il faut voir que dans les personnes qui croient aux théories du complot, vous avez un certain nombre de personnes qui sont bien au fait de nos méthodes et techniques et des études en psychologie sociale et autres, et qui du coup, malgré ça, croient à ce qu'ils croient. Après, on parle vraiment d'une minorité là quand même, de personnes un peu plus malignes que les autres, qui essayent de retourner nos outils contre nous. Ça se voit. Bon, moi j'ai jamais rencontré le cas. Après oui, c'est vrai qu'ils pourraient utiliser ça. C'est-à-dire que après, vu qu'on a tous plus ou moins quand même des croyances, des perceptions politiques bien à nous, etc.
c'est évident que sur certains sujets, on peut se faire coincer. Parce qu'on n'est pas toujours cohérent en fait, c'est difficile d'être cohérent sur tous les sujets, donc effectivement, mais après il faut être ouvert soi-même à la remise en question, j'ai envie de dire, si la personne soulève effectivement sur certains points, je sais pas, d'opinion politique ou autre, des incohérences dans ce qu'on dit, bah faut aussi l'accepter, hein, on n'est pas infaillible non plus. En fait, les opinions s'argumentent simplement, elles ne se démontrent pas de toute manière. D'accord. Donc, seules les connaissances scientifiques peuvent se démontrer, etc. Bon, par contre, il y avait quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi, à part convertir Martin, c'est autour d'une machine à café. S'il y a une personne comme ça, il faut prendre très léger la conversation. Et il faut surtout essayer d'être humoristique plutôt que de lutter argument contre argument. Parce que, si vous voulez, on est quand même obligé de faire ça parce qu'on n'a que le Martin du troisième, mais après, il peut s'ajouter un autre Martin du deuxième, du premier, etc. Si vous voulez, il ne faut pas laisser la propagande se faire, quoi. Voilà. Je trouve ça très intéressant ce que tu as dit par rapport aux opinions. Je pense que c'est vachement important aussi d'arriver à différencier les faits et les opinions et arriver à faire comprendre à une personne complotiste de notre entourage ou pas la différence entre les faits et les opinions. Ça peut être déjà un bon moyen de travailler la base et de lui faire comprendre que tel ou tel truc, c'est un fait. Que du coup ça peut être démontré ou pas, et puis que tel autre truc c'est une opinion, et que là il ou elle a tout à fait le droit d'avoir son propre opinion, et qu'en fait c'est pas forcément faux. En fait, faut voir que ce qui peut être faux finalement c'est la perception du réel, c'est le fait en fait, les éléments factuels, ça peut être vérifié, ça peut être démontré, ça peut être contre-argumenté de façon factuelle et voilà, avec à peu près de rigueur, alors que le côté de l'opinion, bon ben c'est un peu compliqué si vous voulez de lui faire comprendre que la personne a tort ou qu'elle se trompe, puisque de fait on peut pas vraiment se tromper sur une opinion, ou en tout cas enfin c'est plus compliqué que ça. Du coup c'est en fonction des sensibilités de chacun. Voilà, après je sais plus qu'est-ce qu'on disait déjà. Je veux juste rebondir aussi sur le fait, attention, des choses qui sont des vrais faits scientifiques, si vous ne savez pas dire pourquoi, c'est une opinion comme une autre, hein. Et la Terre plate, si vous tombez sur un bon platiste, il va vous rétamer si vous n'êtes pas physicien, hein. Oui, ah oui, la contre-argumentation factuelle, parlons-en. Effectivement, parce que la contre-argumentation factuelle, c'est bien joli, mais il faut que vous ayez les billes, ok. Faut que vous ayez des connaissances dans le domaine en question. Si vous êtes physicien en physique nucléaire et que votre proche complotiste croit que les bombes nucléaires n'existent pas, pour reprendre une vidéo qui existe sur YouTube, Évrard, notre ami complotiste. Donc effectivement, bon là vous allez pouvoir avoir les billes pour contre-argumenter de manière factuelle, d'accord, sans vous énerver, sans le mépriser non plus. On se fait pas voilà un débat à la Macron non plus, mais on essaye d'être un petit peu, pardon, c'était pas pour mais non, je veux dire, voilà, il faut rester correct, tout ça, machin, mais on peut rentrer dans une contre-argumentation factuelle, c'est pas exclu, simplement, voilà, faut vraiment avoir les connaissances derrière, sinon ça sert à rien. Un complotiste va vous rétamer sur la plupart des sujets si vous ne connaissez pas ces sujets, en fait, parce qu'un complotiste, un truffeur du 11 septembre, il connaît mieux les événements du 11 septembre que vous, si vous n'êtes pas renseigné, je vous assure. Il connaît plein de trucs, parce qu'il a vu des documentaires complotistes et qu'il en a retenu avec ferveur les principaux arguments. Et du coup, vous allez vous faire coincer. Si c'est sur le Covid, il va avoir entendu parler je sais pas, des protéines spike et compagnie. Et si vous n'êtes jamais renseigné sur les protéines spike et tout ça, et les ARN messagers, vous allez rien comprendre, et au final, vous allez passer juste pour un blaireau en essayant de faire une contre-argumentation factuelle. Donc ça ne peut s'entendre que si vous avez des connaissances solides. Et en plus, il y a des études de psychologie sociale qui montrent que finalement, la contre-argumentation factuelle, c'est pas si efficace que ça. Ok, ça peut représenter le début de votre conversation, si vous voulez, pour montrer que vous avez aussi des arguments en face. Mais à un moment donné, va falloir aussi dériver sur de l'entretien épistémique ou sur des choses qui marchent un peu mieux,
Aussi, éviter de braquer la personne en insistant, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, que ce soit l'entretien épistémique ou la contre-argumentation factuelle, ça fatigue psychologiquement la personne en face de vous, puis ça vous fatigue aussi d'ailleurs, hein, mais vraiment, il y a une forme au bout d'un moment de lassitude ou de dissonance cognitive qui s'installe, de malaise donc chez la personne avec qui vous êtes. Bon, si c'est Tata Simone ou votre cousine ou votre nièce, ou voilà, bah, vous n'avez pas forcément envie de la mettre mal à l'aise en fait au bout d'un moment, si vous voulez. Donc, et insistez pas pendant des heures. Au bout d'un moment, quand vous voyez que la personne est mal à l'aise, soyez à l'écoute des gestes et tout ça. Et si vous voyez que la personne commence à présenter des signes de malaise, partez sur un sujet plus léger. Genre, mais bon, peu importe ça, mais voilà, la semaine dernière, t'étais pas avec Philippe au mariage, raconte-moi du coup qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, hop, on dérive sur un sujet où on se retrouve, hein, un petit peu, où on reconnecte un petit peu le lien, où on remet en place un petit peu de légèreté, d'humour, etc. Et après, on va pouvoir peut-être de nouveau revenir à la charge 1 heure après, 2 heures après, pendant le dessert, je sais pas. Mais voilà, insistez pas pendant des heures comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au bout d'un moment, quand vous voyez que le malaise s'installe, on dérive sur des trucs qui nous rassemblent. Ok ? Alors, d'une manière générale, les comploteurs et les désinformateurs, ils ont recours à 2 tactiques aussi, si vous voulez. Le premier, c'est dans l'espace, l'autre, c'est dans le temps. Alors, dans l'espace, c'est le millefeuille argumentatif, c'est-à-dire que pour un fait donné, on va trouver des milliers d'arguments. Typiquement, le 11 septembre, c'est le plus développé de ces trucs-là, à moins qu'il y en ait un autre éventuellement. Mais donc, et si vous voulez, il y a des livres qui ont été écrits pour contrer ces arguments-là. Il y en a un qui est 100 arguments contre les trotteurs ou quelque chose comme ça, qui a été écrit par un Italien. Et donc, ça existe. Alors, dans le temps, comment ça se passe? C'est-à-dire que vous dites une contre-vérité, mais vous le dites tout le temps. Au bout de 20 ans, ça commencera à être une vérité. Théorie du grand remplacement, typiquement. Donc on va s'approcher de la fin. Moi, j'ai encore une grosse question pour vous et après on interagira peut-être avec le public. Et celle-là est peut-être un peu vacharde. Comment on s'assure de ne pas être le Martin des autres? C'est-à-dire qu'être persuadé, bon, on a regardé, je sais pas, Élise Lucet, et le lendemain, on vient à la machine à café pour expliquer que le glyphosate dans le pipi, tout ça. Si, bah en fait, oui. Après, ça se recoupe un petit peu avec ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, c'est qu'il faut aussi être prêt à la remise en question soi-même, en réalité. Et c'est vrai que sur un sujet que vous connaissez pas, déjà, le premier réflexe, c'est de vous enquérir avec qui vous êtes en train de discuter. Déjà, est-ce que vous êtes en train d'essayer de donner des leçons de physique nucléaire à un physicien nucléaire? Je sais pas. Ou est-ce que vous êtes en train de donner des leçons de médecine à un médecin, en fait? Si ça se trouve, vous savez même pas à qui vous parlez. La personne, elle a fait un doctorat en médecine et vous êtes en train de lui dire si, mais je t'assure, en fait, le bleu que j'ai au bras, c'est un cancer parce que, voilà, je sais pas. Bon, à un moment donné, il faut aussi, voilà, il faut d'abord savoir à qui on s'adresse. Respecter les compétences et les connaissances de la personne avec qui, voilà, avec qui vous discutez, et effectivement être prêt à la remise en question si c'est sur un sujet notamment que vous connaissez pas forcément à la base, que vous avez juste vu un documentaire d'Élise Lucet. Bah, c'est possible que surtout après avoir vu un documentaire d'Élise Lucet, vous ayez quelques mauvaises représentations du sujet dont vous parlez. Donc voilà, faut être ouvert en fait. Il faut être extrêmement ouvert. Mais je t'ai fermé tout à l'heure. Je dis de quoi tu parles. Moi, le complotiste, c'est pas possible. En fait, oui, non, mais ça, c'est une question du problème général de la croyance, si vous voulez. Nous, on croit tous à des choses. Le problème, c'est que on possède des croyances, mais quelqu'un a dit il ne faut pas se laisser posséder par elles. Il faut, en fait, les changer comme des chemises sales du jour au lendemain, d'accord? Je sais bien que c'est difficile, mais pas au niveau individuel, c'est surtout au niveau social que c'est difficile. Au niveau individuel, il faut être prêt à en changer comme des chemises sales en cas de nouvelles informations, parce qu'on ne connaît pas tous les problèmes qui peuvent intervenir, etc. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon.
Après, moi, je pense qu'il faut quand même, oui, il faut avoir faut être ouvert d'esprit, mais faut pas avoir l'esprit ouvert au point que le cerveau tombe. Et à un moment donné, faut aussi sur certains points savoir trouver une position. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Soyons bayésiens. Voilà. Du coup, je sais pas, on en était aux questions. Et je pense qu'on... Voilà. Je vois Il y a- Christophe Michel qui est assez Voilà, justement. bayésien lui-même. C'est ça. Allez, on prend quelques questions parce que on va essayer allez, dites la question et on va la répéter. Oui. Alors, je vais essayer de reprendre la question en beaucoup plus courte. Dans ce qu'on a évoqué, est-ce qu'on n'est pas passé à côté du fait que finalement la croyance est complètement une part de l'humanité et que de toute façon on peut en combattre une autre va revenir. Voilà. D'accord. Ah. Nous avons tous des croyances. Le problème, c'est de savoir distinguer entre une croyance et un savoir. D'accord. Donc, avoir des croyances, ce n'est pas du tout le problème si vous pouvez être dans une disposition d'esprit de pouvoir en changer quand vous gagnez en connaissance. Voilà. Simplement, les croyances du type dont vous parlez ont été installées non pas simplement parce que les individus ont cru à ces choses-là. Au départ, il y a peut-être 30 personnes, mais c'est des phénomènes sociaux. C'est-à-dire qu'il fut des époques où si vous ne croyiez pas ces choses-là, si vous ne les pratiquiez pas, eh bien, on vous passait au fil de l'épée. C'est comme ça que les croyances ont été installées, du type de celles que vous parlez. Après, je pense que c'est important de distinguer. Là, on est dans des croyances spirituelles, effectivement, qui construisent l'identité de la personne, qui sont structurantes pour une personne. Je pense que c'est quand même important de différencier ça de croyances complotistes ou de croyances pseudo-scientifiques qui vont potentiellement mettre en danger les personnes, en fait. Nous, enfin voilà, moi, je considère que j'ai pas à me battre particulièrement contre des croyances qui construisent l'identité d'une personne et qui sont inoffensives en quelque sorte, qui relèvent du spirituel. Je vais plutôt avoir tendance à me battre contre des croyances comme le complotisme sur certains sujets en tout cas qui peuvent mettre en danger des gens, et c'est pour ça qu'à un moment donné sur ces croyances là je pense qu'il est plus important d'agir, et surtout vu qu'elles sont moins structurantes pour les personnes, je pense qu'il est possible plus facilement d'en revenir. Voilà, si ça peut répondre. Oui, les guerres de religion c'était quelque chose, mais bon après là on s'éloigne du sujet, mais sur des sujets qui sont potentiellement un peu dangereux, typiquement de l'antivax de base. Non, mais tu sais, moi, ma cousine, son fils, après son vaccin, il était plus pareil. Moi, à ta place, je ne ferais pas vacciner mes enfants. Hein. Ce genre de sujet sur lequel on n'a pas trop envie qu'il y ait des doutes qui se distillent auprès d'autres personnes. On a envie de réagir. Généralement, on est moins bien renseigné, en effet, que la personne qui avance ces trucs-là. Comment est-ce qu'on pourrait arriver à ne pas laisser ça sans réponse, mais sans arriver dans un débat où, comme on est moins bien renseigné, on risque forcément
Alors, pour résumer la question, il y avait une histoire de machine à café et de cousine. Mais en, en gros, le résumé, c'était finalement quand il y a des croyances qui effectivement nous tiennent à cœur, finalement, parce qu'elles peuvent mettre en danger des gens autour de nous, etc. Comment, du coup, comment quand même réagir, finalement, c'est ça. Comment quand même essayer de Pour moi, discuter. il y avait un aspect important dans ta question, c'était, ok, on va pas le convaincre lui, mais attention, on veut essayer de bloquer son influence négative. Son influence négative. Ouais, c'est tout à fait ça en fait, c'est-à-dire que ça va être globalement très difficile de convaincre cette personne-là, mais en fait c'est important de faire entendre un autre son de cloche si ça nous tient à cœur, effectivement, de faire entendre un autre son de cloche pour que les gens autour voient qu'il y a plusieurs points de vue différents quand même, et donc avoir un doute. Je pense que c'est important, tu as tout à fait raison. Après, je pense que du coup là on n'a pas le choix. À un moment donné, si ça nous tient à cœur et qu'on veut bloquer l'influence négative et qu'on veut convaincre des gens indécis, c'est-à-dire pas la personne mais les gens indécis autour, il faut se renseigner. Là, pour le coup, il faut avoir des connaissances, justement. Là, on est dans un cas où, bah, si vous voulez vraiment discuter sur le sujet, apprenez, regardez des vidéos, lisez des articles scientifiques sur le sujet pour avoir justement des billes, des chiffres, des trucs à avancer pour pouvoir dire oh, moi, ce que tu dis, quand il y a des autres collègues autour, à ce moment-là, dire ok, ouais, je comprends ce que tu dis sur les effets secondaires. Moi, après, ça me paraît bizarre parce que j'avais vu des chiffres sur tel qui disaient que. On retient juste quelques arguments très percutants qu'on va apprendre et qu'on va ressortir en disant d'une manière pas agressive, évidemment, mais pour que les gens autour l'entendent et qu'ils voient qu'il y a d'autres personnes qui connaissent des chiffres, qui connaissent des faits, etc., et qui pensent pas pareil que la personne collègue qui est complotiste ou autre. Humoristique. C'est-à-dire que commencer la conversation en disant ah ben moi je connais quelqu'un d'autre qui s'est transformé en chimpanzé, parce que ça c'est-à-dire que l'ADN a été compromis, quoi, d'accord. Et donc et, oui, je sais, mais comme on est dans le ton humoristique, on n'est pas obligé d'être dans le vrai dans un premier temps. Vous pouvez prendre d'autres trucs humoristiques aussi, c'est-à-dire que en fait toi, tu as voté machin, mais c'est parce que tu es contrôlé depuis Washington, etc. D'accord? Puisqu'il y a les nanostructures dans ton sang, etc. D'accord? Donc, ensuite, changer de sujet en disant, mais blague à part, d'accord? À ce moment-là, vous rentrez dans votre argumentation. Mais léger, léger. Sortir les arguments uniquement en contre-argument, quoi. C'est ne pas rentrer dans le fonctionnement de l'ARN, machin, etc. Ok. Allez, alors là, je crois que j'ai assez de fils. Et comme ça nous évitera de répéter la question, même si mes talents de synthèse sont indéniables. Alors, j'avais une question, mais avant, je voulais juste rebondir sur ça. Pardon. J'avais une question, mais avant, je voulais juste rebondir sur ça, parce que moi, j'ai eu ce cas de figure dans mon salon de coiffure, où justement, entre mes clients et parfois des collègues qui avaient justement des propos très anti-vax, etc., bah, heureusement que j'étais renseigné et que j'ai fait beaucoup de contre, parce que dans ces clients surtout, et pour moi, c'était un gros problème, j'avais beaucoup de soignantes qui faisaient de la désinformation anti-vax, et je disais, je pouvais pas. Elle, en tant que soignante, avait figure d'autorité bien plus que moi. Et ça posait problème. Je dis, si elles nous le disent ça à nous, moi qui suis informé, à combien de personnes elles vont le dire derrière? Donc voilà, c'est juste pour rebondir le dessus, c'est que des fois, oui, il vaut mieux connaître un peu le sujet soi-même, quoi. Moi, j'avais une question par rapport à Sylvain. Alors, je ne sais pas si je peux tutoyer. On a le même âge. C'est ça. Parce qu'il me semble que tu parles russe. Je sors un petit peu du sujet. Je voulais savoir si justement, si justement avec la guerre, si tu avais vu un petit peu augmenter du côté russe un peu des complots comme ça qui venaient justement dans la suite de la propagande justement du Kremlin. Oui, toutes les théories du complot qui sont poussées par le Kremlin sont très très suivies par les personnes plus de 45 ans, on va dire, en Russie. Les trucs du style les biolabs, des Américains en Ukraine, du style le faux massacre de Boutcha, voilà, en fait c'était une mise en scène, ce genre de théorie du complot là. Après,
il faut voir que chez les plus jeunes, il y a, bon, surtout parmi mes amis évidemment, qui sont de la jeunesse un petit peu éduquée de Saint-Pétersbourg, c'est tous des anti-Poutine, pro-Navalny, donc clairement, eux, ils adhèrent pas du tout à ce discours-là, et ils sont beaucoup plus dans des démarches où ils vont inventer au contraire des fake news, ou enfin, où vont diffuser des fake news contre Poutine, au contraire. Bon, des trucs vrais aussi, hein, mais aussi en fait, diffuser des fake news contre Poutine, j'en ai vu passer. Parce qu'ils sont dans cette démarche inverse, en fait, tout simplement politiquement. Mais après, des théories du complot, en soi, pas vraiment. Enfin voilà, ceux qui appuient les théories du complot, c'est celles qui arrangent le Kremlin. Et donc, c'est plus les personnes qui ont effectivement plus de 45 ans, qui soutiennent massivement, pour le coup, Poutine. Il y a une grosse fracture générationnelle à ce niveau-là. Mes amis russes, eux, ils sont pas du tout dans le... Enfin, ça, on en parlera demain. J'ai une conférence sur la guerre en Ukraine pour information demain à 19h15, je crois. Voilà, je fais encore mon autopub. Merci. Allez, je prends éventuellement une question s'il y en a encore une, et puis après on va devoir s'arrêter là, parce qu'on va essayer de récupérer un peu le temps perdu pour, je sais... Oui, allez, dernière. Allez, viens, parce que j'ai pas du tout... L'épuisement, déjà, à 11h, sachant que j'ai 2 journées comme ça à tenir... C'est par rapport au cercle familial. Quand on est directement lié à la personne, on est très proche, je pense qu'il y a trop d'émotions quand on parle avec elle. Et j'aimerais savoir, en fait, est-ce qu'il vaut mieux pas attendre d'elle-même qu'elle fasse le chemin jusqu'à aller à la rupture, et comme ce que tu as fait, le chemin d'être complotiste et d'arriver et de dire, bon, mais finalement, je me suis trompé sur toute la ligne, et de faire le chemin inverse, ou est-ce qu'il vaut vraiment continuer à intervenir aujourd'hui? Alors moi je pense que c'est sûr que quand c'est une personne très très proche, c'est d'autant plus compliqué qu'il y a l'émotionnel qui joue fortement. Moi c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas 10 minutes de retard sur chaque conf de toute façon. Du coup c'est vrai que en fait voilà, qu'est-ce que je voulais dire, oui, en fait on va être dans une posture d'entretien épistémique là, vraiment, où on va vraiment être dans une posture d'écoute. Ok, où on va vraiment lui poser des questions sur ce en quoi elle croit, essayer déjà d'identifier vraiment précisément ce en quoi elle croit. Genre, ok, tu m'as dit ça la dernière fois et tout, bon écoute, je vais vraiment essayer de m'intéresser, même si tu sais que je suis pas très réceptif à ça, mais j'ai quand même envie de comprendre. Donc être dans une démarche d'empathie. Et puis d'écoute, de la faire parler sur ses croyances, essayer vraiment d'identifier quels sont les trucs en quoi elle croit, quels sont les trucs en quoi elle croit pas, essayer de se renseigner du coup sur les sujets en question, de dire ok, mais sur tel sujet du coup ça t'y crois pas, mais pourquoi ça t'y crois pas, et ça tu y crois, parce que j'aimerais comprendre, et essayer voilà, de faire de cette façon là, et toujours au moment de rupture, au moment où on sent qu'il y a un malaise qui s'installe, une dissonance cognitive ou autre, passer à un sujet plus léger, préparer voilà, des discussions plus légères aussi. J'ai l'impression que moi, en tant que aidant ou familial de la famille, un tiers a eu plus d'efficacité sur la personne que moi, avec tout ce que j'ai pu apporter, en essayant de prendre le temps, en essayant de ne pas aller au clash. J'ai l'impression que c'est plus de l'extérieur que de l'intérieur qu'on arrive à faire les choses, en fait. Oui, c'est tout à fait possible, mais il faut avoir cette démarche empathique et de patience. Vous n'allez pas lui faire changer d'avis du jour au lendemain, c'est certain, ça va prendre beaucoup de temps, mais voilà, il faut faire en sorte de ne pas arriver à la rupture, à la déconnexion entre vous et la personne, en tout cas. Sylvain a répondu parfaitement à la question, sinon je vous répondrai plus particulièrement tout à l'heure, parce qu'on est obligé de libérer la salle. Ça c'est bien, voilà, merci. Merci à tous et bon rec à tous.